en prie. Bien. Bonjour à tous. On va donc poursuivre notre exploration de la pleine conscience. Je ne sais pas qui était là hier matin. Vous pouvez lever quand même. Donc l'intention, c'est d'approfondir un petit peu ce sujet, de vous donner peut-être quelques éclairages complémentaires, de pratiquer encore. Et puis, on aura un échange avec Jean-Gérard Bloch sur le regard que porte la science sur cette pratique. Je voudrais déjà remercier de nouveau Jacques Attali et Alain Tulot, le directeur du LH Forum, pour avoir osé ce double pari, à la fois de mettre deux journées de suite le sujet à l'agenda, et en plus de nous en avoir confié l'animation à Inken, et à moi, Inken, qui poursuivra avec la pratique. Je vais commencer par un petit détour personnel. J'avais de bonnes raisons de méditer. Ça a commencé tôt avec le contact avec la souffrance de proches de mon cercle familial, et puis j'ai regardé par la fenêtre, à la télé, et j'ai vu que c'était un phénomène assez répandu sur cette planète. Alors j'ai commencé à chercher, j'ai cherché dans la philosophie, dans la sociologie, dans la psychanalyse, et puis je me suis vite rendu compte que non seulement je n'étais pas le premier à me poser ces questions-là, mais que je n'étais pas le seul. Alors j'ai grandi, et puis je me suis engagé dans l'humanitaire avec Médecins sans frontières pour aller sauver le monde. Et là, première mission, au Sud-Soudan, avec les tribus d'Inka, dans le nord Bahr el-Ghazal, pour ceux qui connaissent. Contexte de famine et de guerre civile, mais la chose qui me marque le plus, c'est que je croise beaucoup de sourires sur le visage des Dinka. Alors je m'interroge, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des enfants qui grimpent sur nos gros 4x4 et qui chantent. Je vois des gens qui nous accueillent dans leur foyer et qui nous donnent presque tout. Et puis, donc je me dis, alors moi, le sauveur occidental un peu névrosé qui vient à l'aide de ces personnes, il me renvoie l'image d'une population qui semble habiter le moment présent de manière assez exceptionnelle. Donc, grosse leçon en ce qui me concerne à ce moment-là. Et puis, je rentre sur Paris, je vais faire mes courses dans un supermarché, je vois cet étalage de poulet en face de moi, je prends ça dans la tête, je repense à la famine. Donc, deuxième leçon, je prends le métro, et puis, avec mes courses, et je vois assez peu de sourires dans notre métro. Alors, je vais aller m'endormir plus exactement, au chaud d'une start-up et d'une bonne rémunération pendant quelques années. Et puis, je me réveille il y a 5 ans. De nouveau, je m'engage au sein du groupe SOS pour développer des entreprises sociales. J'y suis toujours. Je rencontre Inken. Et puis, elle me dit, tu devrais aller essayer ce programme MBSR. Excusez-moi. Donc, ça ne marche pas. Ah, voilà, si ça marche. Donc, ce programme MBSR, de découverte et d'entraînement à la pleine conscience, conçu par John Kabat-Zinn, il y a 30 ans. Et là, c'est la troisième, je ne sais plus, ou la quatrième claque ou grosse leçon. Ce n'est pas encore l'éveil, mais en tout cas, c'est peut-être le chaînon manquant dans mon histoire personnelle. Et je me dis qu'il faut approfondir. Et donc, on s'engage pour suivre la formation d'instructeur MBSR. Et donc, nous voilà 5 ans après, de manière fort improbable, il doit y avoir un effet papillon quelque part, à enseigner le programme, à rêver de développer une entreprise sociale qui proposerait ces pratiques à des publics en situation de précarité sociale ou sanitaire, et puis à être devant vous, là, à partager cette découverte. Et ce qui se passe dans ce forum, et avec nous, se passe dans des tas d'endroits dans le monde. J'ai préparé une planche pour illustrer un peu ce phénomène. Donc j'ai parlé de UMass et du Center for Mindfulness, où tout est né il y a 35 ans, en tout cas, cette lignée-là est née. D'autres universités, grandes universités, s'y sont mis pour des centres de traitement et de recherche, l'Université de Californie, Oxford, et puis des initiatives privées. Vous avez peut-être entendu parler
du programme de Search Inside Yourself monté par un ingénieur de Google sur son temps libre et qui maintenant se déploie dans un certain nombre de grandes entreprises. Smiling Man, une ONG australienne qui fait un travail extraordinaire, et d'ailleurs il y a plein de jeunes dans cette salle, je les invite à consulter ce site puisque c'est particulièrement destiné à un public de jeunes, et donc c'est une manière de transmettre cette pratique au travers des nouvelles technologies. Et puis en France, on n'est pas en reste, puisque est né il y a quelques années un diplôme universitaire médecine, méditation et neurosciences à l'université de Strasbourg, on en parlera avec Jean Gérard qui en est le fondateur, ou alors dans notre école de commerce de Grenoble, une chaire mindfulness, bien-être au travail et paix économique. Vous avez certainement également été confronté à un certain nombre d'articles sur le sujet dans la presse. Il y a beaucoup de presse qui en parle en ce moment, donc que ce soit pour combattre l'anxiété et la dépression, que ce soit pour l'amélioration du fonctionnement du cerveau, pour les enfants, pour prévenir le burn-out. Il paraît que des parlementaires britanniques qui sont 95 au Parlement britannique ont commencé à pratiquer la pleine conscience, ou alors pour manager autrement nos organisations. Au point que le Time, il y a quelques mois, titre « La révolution mindful ». Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est un phénomène culturel? Est-ce que c'est un phénomène anthropologique d'une espèce qui, à un moment donné, clé peut-être de son parcours, cherche toujours de nouvelles manières de s'adapter aux défis qu'elle rencontre? Alors, tout le monde en parle, tout le monde s'y met apparemment, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quelque chose d'assez simple, voire trivial. Il s'agit de faire attention, mais peut-être pas n'importe quelle forme d'attention. Pourtant, cette faculté, on la partage tous. On a tous, enfants, entendu, soit attentifs, je pense en tout cas, pour la plupart d'entre nous. Et en même temps, l'enfant, on va le voir, il est d'une certaine manière dans cette forme d'attention qu'avec la pleine conscience, on cherche à cultiver. Quelque chose d'assez simple, une présence à l'expérience. Et j'ai envie de vous proposer un petit exercice qui consiste à simplement vous lever, fermer les yeux. On va essayer de faire ça assez rapidement, en pleine conscience, de basculer le poids du corps sur la jambe gauche et d'essayer de lever le pied droit, mais attention, essayez de le lever comme si c'était la première fois que vous le leviez, ce qui n'est pas simple. Essayez d'arborer ce sourire qu'on voit sur ce visage de l'enfant. Et là, ça y est, vous êtes en pleine conscience. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, bon. C'est simple, je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'enfant, on est passé à l'âge adulte et que notre rapport à l'existence à l'âge adulte, ça ressemble plutôt à ça. On a la tête pleine, on a la tête trop pleine. Au point que des chercheurs d'Harvard ont mesuré, auprès d'une population assez large, le temps que nous passions, notre temps de veille, donc quand on est réveillé, le temps que nous passions à être dans les nuages, c'est-à-dire à ne pas être présent à la tâche que nous exécutions. 47% du temps, ça fait un peu de marge quand on dit qu'on n'a pas le temps de faire les choses pour les exécuter. Une autre manière, et en même temps à l'âge adulte, je voulais l'illustrer avec cette planche, il y a bien des moments où on est là. Et le surfeur, là, il est vraiment là parce que sinon, il prend la vague. J'y reviendrai un peu plus tard à ce surfeur. Et donc si on essaie de synthétiser la pleine conscience dans une définition la plus claire possible, c'est cet état de conscience qui résulte du fait de porter son attention sans juger sur l'expérience qui se déploie moment après moment. 3 choses importantes, l'intentionnalité, le non-jugement, en tout cas la suspension des mouvements, cette intention-là en tout cas, et puis le moment présent, parce qu'il n'y a que ce moment-là que nous pouvons vivre finalement hein, dans notre existence. Je reviens sur mon surfeur juste une petite seconde pour illustrer le fait que ce qui m'intéresse aussi, c'est la vague qui est autour. Considérez que cette vague, c'est l'ensemble des situations personnelles, professionnelles, qui nous tourmentent
que nous rencontrons dans une vie humaine et qui ont tendance à nous faire par moments chavirer jusqu'au point de mettre, dans certains cas, notre santé en difficulté. Et John Kabat-Zinn nous dit, si on ne peut pas arrêter la vague, on peut apprendre à la surfer. Donc c'est un peu ça, l'intention de la pleine conscience. Et pour faire le lien avec l'économie positive, je voudrais invoquer aussi d'autres types de vagues. C'est les vagues que nous provoquons en tant qu'espèce dans le développement que nous vivons sur cette planète. Et la pleine conscience, c'est peut-être aussi une manière de ne pas provoquer de vagues dans ses vies personnelles, mais aussi de manière collective. Et pour ça, j'ai juste envie de nous proposer 30 secondes de présence à cette phrase de Viktor Frankl, qui nous dit qu'entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Alors imaginez si nous tous ici, si nos enseignants, si nos gouvernants, si nos entrepreneurs sociaux cultivaient un peu plus cet espace, est-ce que ce ne serait pas une manière, à partir de soi, de prendre soin du monde, voire de le changer? J'ai beaucoup parlé déjà, et comme on dit d'habitude, la pleine conscience, c'est mieux de l'expérimenter. Et donc j'ai invité Inken à nous rejoindre pour une pratique, tous ensemble, si vous en êtes d'accord. Inken. Pardon. Je vous en prie.